Bonjour, Fossibo m'a à nouveau fait confiance pour le test d'une nouvelle centrale solaire. Alors je sais pas s'ils ont vraiment vu la vidéo d'avant. Est-ce que du coup ils n'ont pas froid aux yeux, je sais pas trop. Alors tout de même, pour cette vidéo, je vais pas aller trop loin parce qu'en fait c'est le même type de matériel, c'est les mêmes types de qualité. À l'intérieur c'est un peu pareil, je vais pas la démonter. Presque tout est similaire, ce ne sont pas les mêmes performances toutefois, il y a des choses qui changent, donc je me suis dit ce coup-ci je vais tester des choses de base et vous montrer comment les tester pour chez vous. Pas tout à fait sans appareil de mesure parce qu'à partir du moment où on a un affichage ici, c'est un appareil de mesure. Mais avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec la centrale, pas forcément celle-là, celle qui a un affichage aussi, et si vous avez le réseau, le compteur du réseau, pour certaines mesures, ou d'autres petites pratiques. Ça m'empêchera pas moi de vous montrer des résultats de mesure avec l'oscilloscope qu'elle a, avec des wattmètres, de faire des mesures plus précises, mais vous n'avez pas vraiment besoin vous. Toujours c'est une station autonome, enfin j'entends par là, elle est fournie avec son panneau solaire, et elle a sa petite batterie lithium, sa petite consommation à vide, son petit rendement, ses petits accessoires et ses défauts et ses avantages, vous voyez. Elle a la notice elle est aussi en français, bon avec la traduction qui va avec, vous voyez. Donc il y a des fois des vocabulaires inappropriés, mais bon, voilà, faut lire un peu entre les lignes. Globalement, c'est pas si mal, il y a eu 2-3 petits trucs qui me plaisaient pas, mais pas plus que dans la notice d'avant, c'est pareil. C'est quand même une belle notice, ils ont fait des efforts. Moi, celle-là, je la préfère à l'autre, pour 2-3 raisons, parce que vous allez voir, il y a 2-3 choses qui changent. D'abord, parce qu'elle est moins lourde. L'autre, elle est... heureusement qu'elle a des roulettes, mais c'est des roulettes presque impraticables, donc celle-là, elle est lourde quand même, mais il y a 2 belles poignées. On peut la mettre contre nous, on la porte plus facilement que celle où on se fait un tour de rein, vous voyez. Parce qu'elle a beau avoir des roulettes, il faut la monter dans la voiture. C'est un groupe électrogène en fait. Elle est un peu moins puissante et effectivement elle a moins d'énergie, c'est normal. Mais elle est largement suffisante pour la plupart des usages. Bien plus facile à recommander. Et puis elle est jolie, accessoirement, elle est belle en fait. Moi je la trouve bien. Bon, l'autre était pas mal aussi. Elle rattrape un inconvénient de la Fossibo 3600 que j'avais pas vu avant. C'est que je m'en suis servi en extérieur, avec la petite bâche qui va bien. Sauf que la nuit, qu'est-ce qu'il y a la nuit à la campagne? Il y a des limaces et des escargots. Il y a des petites fentes avec les ventilateurs pour qu'elles rentrent dedans. Alors j'ai rien cramé, j'ai pas redémonté l'appareil pour vérifier, mais moi ça m'est arrivé de cramer des régulateurs solaires à cause des limaces. Et celle-ci, elle a un avantage, c'est qu'elle a des clapets pour fermer les ventilations. Alors un avantage de ce point de vue-là. Sinon, le reste du temps, si vous oubliez de les ouvrir, ça ventile pas et puis ça crame. C'est bien marqué dessus, attention, ouvrez, c'est des clapets de ventilation. Bon, ceci dit, ils sont faits de manière à ce que la pluie ne rentre pas dedans. Et si on les ferme la nuit, à condition de ne pas avoir besoin de l'énergie, parce que sinon il va essayer de ventiler quand même, du coup, il n'y a pas d'insectes qui peuvent rentrer, enfin, pas vraiment. C'est plutôt bien fermé. Pas plus que par un trou quelconque qu'on n'aurait pas vu quoi. Donc ça c'est pas mal, si ce n'est qu'effectivement il faut penser à ouvrir les clapets à chaque fois, c'est pas automatique. Donc je la préfère en fait, effectivement je la préfère. Il y a toujours une consommation à vide qu'on va mesurer ensemble. Il y a une petite boîte au-dessus pour les accessoires, j'ai trouvé ça cool. David il a vu ça sur une de ses box aussi, c'est pas mal. Bon, il y a le câble pour le panneau solaire mais qui est toujours aussi court, 50 cm, sur le panneau solaire c'est pareil, donc il faut une rallonge. Le panneau solaire qui est fourni avec, il est un peu petit. Bon, ça mériterait d'avoir plus, mais bon, voilà, c'est le début. Gros avantage, c'est que le MPPT, il démarre super bas en termes de tension. Donc, on peut mettre des panneaux en série. Et même si on a un panneau en 12 volts, on peut charger la batterie. Elle est en 48 volts, je crois, dedans. Ça marche bien. Le réhausseur MPPT fonctionne bien. Les autres cordons, c'est comme d'hab. C'est la prise allume-cigare et le câble du réseau ici. Voilà, que je vais brancher d'ailleurs. Voilà, c'est le fin de charge, on est à 93%, ça prend 150 watts. Voilà, j'en profite pour recharger mon oscilloscope qui m'a servi tout à l'heure pour les tests et vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Sinon, autrement, c'est un peu comme l'autre. Il y a toujours ces 3 prises de courant de l'autre côté. Il y a toujours les prises pour l'alimentation, les prises 12 volts, les prises USB que j'arrive toujours pas à utiliser. C'est des QC3. Chaque fois que je branche un truc en USB, ça marche pas. Il faut un câble spécifique. Ça me saoule un peu. Je n'ai même pas essayé de chercher. Ça m'a agacé. Donc du coup, je mets un adaptateur USB dans la prise 12 volts. Voilà. Sinon, je charge avec le chargeur de 130 volts. Le USB, j'arrive pas à charger mon téléphone. Oh, il y a certainement une solution, mais ça m'a tellement saoulé que j'ai pas été plus loin. Il y a des petites vis en dessous pour fixer. J'ai vu ça tout à l'heure en voulant jeter un œil. Ça a l'air d'être fait pour le fixer quelque part sur le sol ou ou fixer des roulettes. Il y a peut-être des accessoires avec des roulettes. C'est pas con. C'est des inserts en laiton, c'est pas mal. Toujours les petites lumières, la petite lumière ici, les petits boutons. Et puis
Ce qu'avait pas l'autre Fossibo, c'était un disjoncteur en entrée là pour le réseau. Là, il y est. J'ai pas testé la compatibilité avec le groupe électrogène, parce que comme c'est les mêmes chargeurs, je suppose que c'est pareil. Et toujours pas de disjoncteur en sortie. Donc arrêt d'urgence, que dalle, différentiel, que dalle, prise de terre, que dalle. Donc voilà le standard quoi. Pour avoir ça, il faut passer sur une box Victron ou une box Clayton. Enfin, il faut aller sur des modèles un peu plus chers, professionnels, avec des vrais différentiels et des vraies protections. Donc toujours le même conseil, rajouter un coffret derrière avec un différentiel et une coupure d'urgence. Ou utiliser les appareils de classe 2. Même remarque que pour Anker Solix et que pour Fossibo avant. Appareil de classe 2, pas de prise de terre, double isolation, peu de risque de choc électrique, donc ça va. C'est ma recommandation, si vous voulez rester en vie, c'est mieux. Bah c'est parti pour le test et je vous montre comment faire. Ça c'est ingénieux. Ah oui, c'est ingénieux. Avec un élastique pour être sûr que ça se pète la gueule. Ah bah oui. Et le câble est de l'autre côté. « 28%. Et ça charge à 250 watts. Et ben heureusement je charge. Voyons d'abord la consommation à vide de l'appareil. Alors le plus simple, c'est d'allumer l'appareil, tout simplement, de s'arranger pour qu'il soit à 100%, bien entendu, et de le laisser allumer. Hein, donc là, en l'occurrence, j'allume le 230 volts. Je vérifie la température parce que je venais de le charger, donc il a vachement chauffé. Je regarde l'heure qu'il est, je note, et je reviens une demi-journée plus tard ou une journée plus tard, suivant mes possibilités. Et à ce moment-là, je pourrais voir le pourcentage qu'a perdu l'appareil. En l'occurrence, ici, on a perdu 21%. J'ai pas mis tout à fait... j'ai pas mis une journée, j'ai mis à peu près 21 heures à revenir. Et donc... je peux calculer, je fais un petit produit en croix, la consommation à vide. C'est une batterie de 2048 Wh et 21 heures, donc c'est un gros pourcentage de 24 heures. J'en ai déduit 19 watts en alternatif, soit 22% par jour. Et j'ai fait le même test sur le courant continu en allumant que le 12 volts, l'USB et tout. Et j'ai eu 13 watts, soit 15% par jour. Comment j'ai calculé ça? Bon bah 21% de 2048 Wh, ça fait 430 Wh, et 430 divisé par 22, parce que j'ai 22 heures, ça fait 19,5 watts, j'ai arrondi à 19. Ensuite j'ai fait un test de décharge, et donc bah, j'ai pris une horloge, on prend, vous voyez, un minuteur, qui permet si on n'est pas là, de voir le nombre d'heures à laquelle ça s'est arrêté. J'ai mis un radiateur de 1000 watts, donc qui est affiché à 930 watts, hein. Je l'ai mis en marche, et j'ai arrêté la charge à 10%. Donc j'ai vérifié tout le long. Hein. Donc moi j'ai mis 1h50 à décharger, ça fait 1700 Wh, soit un rendement de 92,3%. Donc j'ai fait 1700 divisé par 1843. 1843 étant 90% de 2048. Voilà, c'est pas très compliqué à ce niveau-là. Ensuite j'ai fait un test de recharge. Donc j'ai rechargé à une puissance d'à peu près 500 watts. Bon, j'ai fait plusieurs tests de recharge, mais j'étais à peu près dans les mêmes rendements. Il y a une petite erreur de mesure à l'écran. En général, on a entre 5 et 10% au niveau de l'affichage.
Mais à la fin, j'ai obtenu 2317 Wh, soit 79,5% de rendement. Enfin, j'ai fait 1843, c'est ce que j'avais consommé avant, divisé par 2317, puis x 100 pour voir les pourcentages. Et en cumulant le rendement donc le rendement de la décharge et de la charge, entre ce qu'on a pris 1700 Wh et ce qu'on a été obligé de remettre 2317, ça me fait un rendement de 73%. Alors comment j'ai calculé 2317 Wh? Avec un wattmètre externe, qui chez vous est tout simplement le compteur Enedis. Vous arrangez pour qu'il n'y ait que ça de branché dessus pendant 1h30 ou 2 heures et vous avez les wattheures. Vous n'avez pas besoin d'acheter un wattmètre. Donc ensuite on fait le test de la qualité du signal. Donc là on voit la sinusoïde tension en jaune et la consommation de courant en bleu. Alors je vais enlever, j'ai mis 3 lampes, j'ai mis 2 lampes à incandescence, une lampe fluo, je vais enlever la lampe fluo. Voilà, du coup on se retrouve avec un courant sinusoïdal puisqu'on a de l'incandescence, c'est comme une résistance. Le courant est propre, je suis plutôt content. Je ne sais pas si on zoome, est-ce que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ouais, il y a une petite oscillation de courant. Mais pas trop forte, ça va. Il y a pire. Quand même sur quelque chose de vachement sinusoïdal. Ce qui est bien. C'est plutôt positif comme qualité de signal. Je vais mettre une charge plus grosse. Donc là, j'ai remis la petite lampe à fluo et puis j'ai mis un petit ventilateur. Et là, je vais mettre une résistance électrique, mais avant, il faut que je baisse le calibre. Bon, on le voit pas. Voilà. Donc, la tension est bonne, le courant est bon. Et on reste correct. On consomme 1120 watts. Je vais passer à 2000. On va voir. On est à 2040 watts. Ça tient le coup. J'ai pas fait d'un coup de puissance, il n'y a pas besoin sur ce genre de petit appareil, hein. Franchement on est bon. Bon, on va voir comment ça se passe avec la charge. Donc ça c'est la tension de mon onduleur, un de mes onduleurs Studer. Et on va brancher le chargeur, on va voir ce qui se passe. Donc là il y a des parasites qui se sont direct mis au niveau du branchement. Et là on charge 200 watts à peu près. On va essayer d'augmenter l'amplitude, voir ce que ça donne. On va augmenter la puissance. On passe à 500 watts. Bon, on n'a pas un courant ouf non plus, hein. Là on est à 250, 280, 300 watts. On est sur la fin de charge, on est en 92%. Et c'est vrai que si on essaye de zoomer un peu, ouais, voilà, on est sur des courants découpés. La forme est pas ouf. C'est un redresseur quoi, c'est un chargeur qui consomme ça. Bon, bah, ça fonctionne. Est-ce que ça transfère l'énergie en sortie? On va voir. En faisant ça, toc, il faut que j'allume l'onduleur. J'allume la sortie, toc. Bon, bah, ça additionne les courants, hein, rien de surprenant. Ça prend 400 watts. Hop. Voilà. Donc bah vous voyez, comme d'hab, il y a une petite consommation à vide, ça s'autodécharge assez facilement, il n'y a que 2 kWh de batterie, totale, hein, pas utilisable. La recharge, bon bah elle peut se faire en 2 heures, c'est vrai que c'est pratique pour quand on part en vacances, on charge avant à 1000 watts. C'est pas tout à fait 2 heures, c'est plutôt 2h30 parce que la puissance baisse à la fin de charge. La puissance 2400 watts, c'est bien pour la plupart des appareils du quotidien. Vous imaginez, vous êtes en toile de tente, c'est pas mal. Par contre, le côté mobile, bah, moi j'ai testé cet été en toile de tente, bah faut pas se le faire chourer. Et puis le panneau solaire amovible, en fait, on le laisse 1 heure ou 2, puis après on le range. En fait, il faudrait un panneau fixe sur le camion ou autre. Les panneaux mobiles, il faut vraiment être tranquille sur un terrain où il n'y a personne, vous voyez. Faut avoir confiance. Après, le petit panneau de celui-ci, il est vachement plus pratique à installer que le grand en 400 watts. Hein. Il est même suffisant et pas besoin d'aller jusqu'à 500 watts de panneau, c'est 500 watts maxi sur l'appareil. C'est pas la peine d'aller aussi loin.
ça va, pour ce genre d'usage, ça va. Moi, je pense que c'est plutôt celui-là que je mettrais dans mon fourgon pour les usages quotidiens. C'est mieux que l'autre gros machin là qui est dur à sangler. Celui-là, on peut le visser par en dessous. Donc, je suis quand même content de l'avoir reçu. Hein, il n'y a pas de souci particulier. Je vous mets un lien en description pour la promotion. Il y a une promotion là sur le site qui permet d'avoir, je crois, soit la centrale, soit centrale plus panneau solaire. Bon, il y en a pour un peu plus de 1000 €. Hein, c'est le prix de ce genre d'installation, de ce genre de système. Toujours la même remarque, je trouve que c'est pas fait pour l'autonomie, c'est vraiment fait pour l'occasionnel. Vous pouvez vous en servir en autonomie, mais à condition de ne pas avoir besoin du courant tout le temps. Donc vous pouvez pas mettre un frigo par exemple, ça a tout le temps consommé énormément sur le système. Ou alors il faut s'en servir que en été avec plein de panneaux solaires. Ça peut servir aussi, alors je connais des gens en yourte qui ont ce genre d'équipement et qui se déplacent pour aller recharger chez quelqu'un, puis après ils la ramènent chez eux pendant quelques jours, ils s'en servent pour tout un tas d'usages du quotidien minimaliste. Pareil, ils éteignent à chaque fois. Ce genre d'application, je trouve que c'est plus pratique que d'avoir une batterie plomb qu'on emmène à charger avec un chargeur 12 volts pendant 10 heures. Là, on l'emmène chez les parents, chez la voisine, on charge pendant 2 heures, on repart avec une batterie pleine. C'est une sacrée évolution ça. Tout ce qui est BMS, électronique dedans, a l'air pas trop mal. Franchement, moi j'en fabriquais des comme ça, mais surtout avec des batteries plomb dans les années 2000. Ça marchait, hein, sur roulette ça marchait, mais c'est vraiment des toutes petites puissances. Là, la batterie lithium, ça révolutionne le truc, hein, ça c'est sûr. J'ai rien à dire là-dessus. Je critique souvent les batteries lithium, mais les cellules lithium en elles-mêmes, elles sont top. Hein. C'est juste que des fois, il y a des BMS qui m'énervent, c'est tout. Donc, à partir du moment où on a le bon électronique derrière, tranquille. Bon, toujours les mêmes critères de réparabilité, quasi zéro, vous voyez. Si on veut le réparer, si ça tombe en panne, on peut pas réparer. Fonction alimentation de secours, ok. Est-ce que c'est vraiment... Je pense que c'est même souhaitable de le mettre en alimentation de secours quand il ne sert pas. Vous voyez, quand il est pas utilisé dans la caravane ou autre part, vous le mettez dans le bureau en alimentation de secours, ça prend le relais quand il y a une coupure de réseau, ou pour le frigo, ou pour autre. Je pense que ça a un intérêt, mais il ne faut pas l'acheter exprès pour ça. Il faut s'en servir dans d'autres cas. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait un 2400 watts, c'est moins cher, c'est utile, c'est polyvalent, alors que l'autre est vachement puissant. 3000 watts, c'est que ça commence à faire des... Enfin, faut en avoir vraiment besoin, quoi. Faut souder avec, quoi. Je ne mettrai jamais un four dessus, il n'y a pas de raison. Donc voilà. J'espère que j'en aurai pas trop d'autres à tester, à moins qu'il y ait des innovations super. Voilà. À plus.